En juin 2025, l'Afrique raccourcit brutalement le trajet de son argent. Un ajustement technique efface près de 30% de frais et transforme 5 jours d'attente en quelques secondes, sans discours ni rupture affichée, mais avec des effets mesurables sur les coûts et le temps. Que signifie, pour ceux qui observent, Ibrahim Traoré, la capacité de déplacer une valeur sans demander l'aval d'un centre extérieur? Peut-être le début discret d'un système financier qui cesse de tourner autour d'une seule orbite. La promesse de cette séquence est simple et exigeante à la fois. Comprendre pourquoi un changement apparemment discret peut produire des effets durables sur les rapports économiques. En quelques minutes, le spectateur gagne une lecture claire de ce qui se modifie concrètement, sans jargon ni posture idéologique. L'enjeu n'est pas d'annoncer une rupture spectaculaire, mais d'identifier un mécanisme précis qui agit simultanément sur les coûts, le temps et la marge de décision. Depuis des décennies, les paiements transfrontaliers africains reposent sur une architecture héritée, rarement remise en cause, mais profondément structurante. Cette architecture organise les flux, impose des délais et capte une part de la valeur sans toujours être visible. Lorsque ce cadre commence à se fissurer, les conséquences dépassent les lignes comptables. Elles touchent la souveraineté opérationnelle et la capacité d'agir sans autorisation extérieure. Pour le spectateur, l'intérêt est concret. Saisir pourquoi ce changement compte maintenant, comment il affecte des décisions quotidiennes et en quoi il redéfinit progressivement les équilibres existants. Il ne s'agit pas d'un manifeste politique, mais d'un processus mesurable dont les effets s'accumulent, transaction après transaction. En 2025, 19 pays africains réduisent silencieusement les coûts de transaction d'environ 30%, tandis que des règlements autrefois bloqués 5 jours sont validés en quelques secondes. Cette bascule chiffrée surprend moins par son ampleur que par sa discrétion. Elle ne naît ni d'un sommet politique, ni d'une tribune internationale, mais d'une suite de décisions techniques coordonnées. Derrière ces chiffres, un constat s'impose d'emblée. Lorsqu'une infrastructure change, les comportements suivent. Le contexte éclaire cette accélération. Pendant des décennies, les paiements transfrontaliers africains ont emprunté un itinéraire indirect, hérité de l'après-guerre, conversion en devises extérieures, et passage par des serveurs étrangers, accumulation de commissions, puis retour vers le continent. Ce circuit n'était pas un accident, mais une architecture stabilisée par l'habitude. Sa visibilité extérieure, longtemps perçue comme neutre, constituait en réalité un levier de pouvoir rarement interrogé. La pandémie puis la guerre en Ukraine ont exposé les failles de ce modèle. Les délais se sont allongés, la volatilité a augmenté et des marges déjà étroites ont été absorbées par l'attente. L'urgence est devenue opérationnelle. Les équipes techniques réunies à Abuja, Accra et Lagos ont commencé à comparer délais, frais et dépendances avec une précision nouvelle. Les chiffres ont remplacé les discours. C'est dans cet espace que s'impose l'idée d'un réseau de paiement capable de conserver les flux sur le continent. Les conversions deviennent locales. Les banques centrales assument l'intermédiation complète. La souveraineté cesse d'être une abstraction pour se traduire en opérations mesurables, transaction après transaction. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette évolution ne signifie pas l'isolement financier, mais la réduction d'une dépendance devenue routinière. À mesure que les premiers règlements sont validés sans quitter l'Afrique, une évidence s'installe. Contrôler le paiement, c'est commencer à contrôler la décision. Cette mini-révélation répond à la question initiale et ouvre la suite. Si la faisabilité est acquise, quelles conséquences concrètes vont désormais se manifester? Dans les premières semaines du déploiement,
Les figures centrales ne sont pas les chefs d'État, mais les opérateurs chargés de faire tenir le système. À Abuja, un responsable de passerelle observe une compensation régionale validée sans quitter le continent. Pour lui, ce succès n'a rien de symbolique. C'est un test sous contrainte réelle, passé sans incident majeur, qui confirme la cohérence de l'architecture. Sur le corridor Lago Sacra, une petite coopérative commerciale sert de révélateur. Là où un règlement immobilisait la trésorerie plusieurs jours, la confirmation arrive désormais en quelques secondes. Le changement est immédiat et mesurable. Les stocks tournent plus vite, le risque de change diminue, la marge cesse de s'éroder dans l'attente. Aucun discours n'était nécessaire pour modifier les pratiques, le temps gagné a suffi. Un second micro-cas apparaît côté bancaire. Des équipes de compensation, longtemps cantonnées à l'exécution de procédures héritées, commencent à ajuster des paramètres en temps réel. Les flux restent modestes mais réguliers. Chaque validation renforce la confiance technique. Les banques centrales observent la synchronisation des couches, conscientes que la crédibilité d'un réseau se mesure à la répétition des confirmations, non à la vitesse annoncée. Ces effets précoces dessinent une dynamique connue. Une infrastructure agit d'abord à la périphérie avant d'atteindre le centre. Les acteurs locaux intègrent l'outil dans leur routine sans attendre une réforme globale. À mesure que l'usage se banalise, l'équilibre perçu se déplace. Le paiement cesse d'être un obstacle, devient un acquis. Donc, quand l'usage change, le pouvoir commence à suivre. Avant 2025, chaque paiement transfrontalier africain suivait un schéma presque immuable. Une opération locale déclenchait une conversion extérieure. Le flux quittait le continent, transitait par des centres financiers lointains, puis revenait après plusieurs jours, amputé de frais successifs. Ce fonctionnement n'était pas contesté, car il semblait inévitable. Après juin 2025, cette évidence commence à se fissurer. Le déclenchement n'est pas politique, mais cumulatif. Des constats techniques s'accumulent au fil des réunions entre banques centrales africaines. Les équipes comparent des tableaux de délai, des niveaux de commission, des dépendances devenues trop visibles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là où 5 jours d'attente constituaient la norme, la technologie permet désormais une validation quasi instantanée. Là où les frais pouvaient atteindre des niveaux dissuasifs, des alternatives locales apparaissent. La phase d'activation se cristallise à Abuja fin juin 2025. 19 pays adoptent une architecture commune de paiement panafricain. La scène reste sobre, presque technique. Pourtant, pour les participants, le moment marque un basculement. Il ne s'agit pas d'un projet pilote abstrait, mais d'un cadre opérationnel prêt à être testé en conditions réelles. Pour des observateurs attentifs comme Ibrahim Traoré, ce choix collectif représente moins une rupture qu'un rééquilibrage longtemps différé. Le point culminant survient dans les jours qui suivent. Les premiers règlements tests sont exécutés sans passer par des corridors extérieurs. Les confirmations arrivent en quelques secondes. Les frais chutent de manière visible sur certains axes régionaux. Des banques au Ghana, au Nigeria, au Kenya et au Sénégal s'alignent progressivement sur le nouveau protocole. La vitesse cesse d'être un argument marketing pour devenir une donnée observée. Viennent ensuite les répliques. En octobre 2025, une plateforme complémentaire est intégrée à Nairobi. Un corridor pilote entre le Malawi et la Zambie valide la possibilité de règlement instantané à faible coût. Deux réseaux commencent à s'emboîter. L'infrastructure prend la forme d'une colonne vertébrale financière, non par décret, mais par interopérabilité progressive. Chaque ajout élargit le champ des possibles sans rompre la continuité existante. Les gouvernements réagissent avec prudence.
Le Kenya renforce le capital de sa banque de commerce et de développement. Le Ghana et le Nigeria priorisent la compensation en monnaie nationale. Les autorités monétaires observent les volumes, testent la résilience, évaluent la capacité du système à absorber des chocs. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette phase est décisive. Elle montre que la souveraineté peut s'ancrer dans des routines techniques plutôt que dans des déclarations. Les acteurs privés suivent. Les petites et moyennes entreprises découvrent que le commerce régional devient praticable sans immobiliser la trésorerie. Les chaînes d'approvisionnement intra-africaines gagnent en fluidité. Le changement n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Chaque transaction validée renforce la suivante. La séquence ne s'impose pas par confrontation, mais par usage répété. À la fin de cette phase, un constat s'impose. Le paiement n'est plus seulement un service, mais un levier. Lorsque l'argent circule autrement, la décision commence à se déplacer. C'est cette dynamique encore en cours qui prépare l'examen chiffré des effets observables. Avant 2025, un paiement transfrontalier africain mobilisait jusqu'à 5 jours et des frais proches de 30%. Après la bascule, certains corridors valident en quelques secondes pour des coûts nettement inférieurs. Cette phrase résume le passage d'un avant à un après qui structure l'analyse chiffrée. Les données disponibles ne décrivent pas une optimisation marginale, mais un changement d'échelle observable, transaction après transaction. Premier point à observer, le coût de transaction. Dans l'architecture héritée, chaque règlement cumulait commissions de change, frais d'intermédiation et coûts de conformité liés à des passages extérieurs. Avec une compensation locale, ces couches se réduisent progressivement. Sur plusieurs axes régionaux testés, la baisse avoisine 30%. En moyenne, la réduction observée libère des marges et abaisse durablement les coûts. Cet écart transforme la viabilité économique de nombreuses opérations. Là où des échanges étaient jugés trop chers pour des volumes modestes, la friction devient supportable. Les banques centrales y voient un signal de crédibilité. Un réseau attire l'usage lorsqu'il diminue la capture de valeur externe. Deuxième point à observer, le temps de règlement. La norme historique était claire et contraignante, 5 jours ouvrables pour sécuriser un paiement régional. Les nouveaux protocoles compressent ce délai à quelques secondes sur les corridors opérationnels. Cette compression du temps supprime l'incertitude, accélère la trésorerie et diminue le risque opérationnel. La conséquence est immédiate pour les acteurs économiques. La trésorerie n'est plus immobilisée, l'exposition au change se réduit et la planification devient plus prévisible. La vitesse cesse d'être un avantage concurrentiel réservé à quelques-uns. Elle devient une base technique partagée. Troisième point à observer, l'économie agrégée potentielle. Les estimations convergent allant vers environ 5 milliards de dollars économisés annuellement à l'échelle continentale par la réduction des frais et des délais. Ces gains annuels estimés peuvent être réinvestis localement, soutenant l'investissement et la résilience économique. Ce chiffre n'est pas une abstraction. Il correspond à des ressources qui ne quittent plus l'économie africaine et qui peuvent être redéployées dans l'investissement productif, l'innovation ou la stabilisation des chaînes d'approvisionnement. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une dynamique de réseau. À mesure que les coûts baissent et que le temps se contracte, l'adoption progresse. Les rapports opérationnels signalent une hausse graduelle des volumes mensuels sur les corridors historiques, tandis que la conversion locale réduit la volatilité perçue. Un cercle vertueux se met en place, fondé sur la répétition de performances observables plutôt que sur des annonces. Au-delà des chiffres explicites,
Une métrique implicite gagne en importance, la souveraineté des données. Les enregistrements demeurent sur des serveurs africains, modifiant le rapport entre visibilité et contrôle. Les autorités monétaires accèdent à une lecture directe de leurs flux, sans dépendre de juridictions extérieures. Cette maîtrise améliore l'évaluation du risque et la prise de décision. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, la force de ces preuves tient à leur sobriété. Elles ne promettent pas un idéal, elles démontrent un fonctionnement réel. Un paiement réglé intégralement en Afrique agit comme un révélateur. L'infrastructure ne sert plus seulement à réduire des coûts, elle commence à déplacer le centre de décision. À ce stade, la question n'est plus la faisabilité, mais l'ampleur et la vitesse de diffusion de ces gains mesurables. Le premier argument critique insiste sur la fragilité structurelle. Selon cette lecture, un réseau de paiement panafricain reste exposé à des contraintes matérielles: stabilité électrique inégale, connectivité intermittente, hétérogénéité des capacités de cybersécurité. Les sceptiques estiment qu'un incident local pourrait produire des effets en cascade, ralentir la compensation et fragiliser la confiance. Dans cette perspective, la promesse d'instantanéité serait conditionnelle, donc réversible. Un système jeune, même performant, ne vaudrait que par sa capacité à absorber des chocs répétés. Un second argument relève de l'environnement géopolitique. Des observateurs occidentaux soutiennent qu'une réduction de la visibilité financière complique la régulation globale. À Washington, certains évoquent le risque d'une fragmentation des flux monétaires. À Paris, d'autres y voient un recul d'influence historique dans des zones longtemps structurées par des corridors hérités. Cette lecture anticipe des pressions indirectes, susceptibles de ralentir l'adoption, voire de décourager certains acteurs institutionnels par prudence. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles pointent des vulnérabilités réelles, techniques et politiques auxquelles tout réseau émergent est exposé. Les ignorer conduirait à surestimer la portée immédiate du basculement et à confondre faisabilité et stabilité de long terme. La réponse la plus solide se trouve toutefois dans les performances déjà observées. Le système a compensé des paiements auparavant bloqués 5 jours en quelques secondes sans recourir à des intermédiaires extérieurs. Les coûts, souvent proches de 20 à 30% dans l'architecture héritée, sont passés sous des seuils nettement inférieurs sur plusieurs corridors testés. Les données demeurent sur des serveurs africains, renforçant le contrôle sans provoquer d'affrontements politiques directs. Ces résultats n'annulent jamais pas les risques, mais ils établissent une base de confiance mesurable. La résilience ne se décrète pas, elle se construit par répétition. Chaque transaction validée ajoute une couche de crédibilité opérationnelle qui réduit l'impact des pressions théoriques. Le débat se déplace alors, moins sur la possibilité technique que sur le rythme d'extension et la discipline institutionnelle nécessaires pour consolider l'infrastructure. À mi-2025, un paiement transfrontalier réglé entièrement en Afrique n'est plus une hypothèse. C'est un fait observé. La question devient donc plus exigeante. Jusqu'où cette dynamique peut-elle s'étendre sans perdre sa cohérence? Et à quelle vitesse la confiance peut-elle se transformer en norme durable? Le centre a déjà bougé. Jusqu'ici, le débat portait sur la faisabilité technique et la réduction des coûts. Désormais, l'enjeu devient structurel. Un système qui fonctionne en conditions réelles commence à modifier les comportements sans déclaration officielle. Les équipes ne testent plus des hypothèses, elles ajustent des paramètres. Les banques centrales ne se demandent plus si la compensation locale est de viable, mais comment absorber la montée en charge. Les entreprises cessent de comparer et intègrent les règlements instantanés dans leur routine. Ce basculement discret révèle un changement de nature. L'infrastructure n'est plus perçue comme une alternative expérimentale, mais comme un cadre opérationnel crédible.
Les discussions techniques remplacent les débats idéologiques. Les usages répétés fabriquent une norme. La confiance n'est plus anticipée, elle est observée. À ce point précis, la portée politique devient lisible sans être proclamée. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, la démonstration est décisive. Une autonomie partielle n'est plus un projet, mais un état fonctionnel. Elle n'abolit pas les contraintes extérieures, mais elle réduit leur automatisme. Le pouvoir ne disparaît pas ailleurs, il se redistribue par degrés. Cette révélation intermédiaire change la question initiale. Si le centre a déjà bougé, même légèrement, alors les effets ne sont plus hypothétiques. Ils s'accumulent. Chaque transaction devient un signal. Chaque confirmation renforce une trajectoire. La suite ne dépend plus de l'intention, mais de la diffusion des usages et de la manière dont leurs conséquences vont se manifester concrètement. Les effets du nouveau système deviennent tangibles lorsqu'on observe leurs retombées différenciées. Une même infrastructure agit de façon distincte selon les acteurs, révélant comment le contrôle du paiement recompose des pratiques quotidiennes et des équilibres plus larges. Pour les États et institutions publiques, l'impact immédiat concerne la visibilité monétaire. Les banques centrales accèdent à des flux quasi en temps réel sans dépendre de serveurs extérieurs. Cette lecture directe améliore la gestion des réserves et la planification budgétaire. Une part significative de la valeur n'est plus absorbée par des frais externes, ce qui renforce la cohérence des politiques économiques régionales. La souveraineté cesse d'être déclarative. Elle se mesure transaction après transaction par la continuité des règlements et la stabilité des données. Pour les entreprises et le commerce, le changement est d'abord temporel. Un capital, auparavant immobilisé pendant plusieurs jours, circule désormais presque instantanément. Cette fluidité réduit l'exposition aux variations de devises et améliore la gestion de trésorerie. Les petites et moyennes entreprises, longtemps dissuadées par des coûts supérieurs à 20%, accèdent enfin au commerce transfrontalier avec des frais parfois inférieurs à 3% sur certains corridors. Des chaînes d'approvisionnement intra-africaines deviennent viables là où elles étaient jugées trop risquées. La compétitivité se déplace vers la capacité à produire et livrer, non à absorber des délais. Pour les citoyens et coopératives locales, les effets sont plus discrets mais structurants. Les réseaux agricoles et commerciaux de proximité testent les règlements rapides et constatent une stabilisation des revenus. Moins d'attente signifie moins d'incertitude quotidienne. Chaque confirmation de paiement agit comme un micro-signal de confiance. La valeur reste dans l'économie locale, soutenant des circuits courts et renforçant la résilience communautaire. Le gain n'est pas spectaculaire, mais cumulatif, et il modifie la perception du risque. Sur le plan régional et géopolitique, les conséquences dépassent le continent. Washington observe une réduction progressive de sa visibilité financière sur certains flux africains. Paris perçoit un recul d'influence historique dans des zones longtemps structurées par des corridors hérités. Dans le Sud global, plusieurs gouvernements analysent ce modèle comme une alternative crédible à une dépendance devenue coûteuse. Le mouvement ne prend pas la forme d'une confrontation frontale, mais d'un rééquilibrage durable des rapports de force. À l'intersection de ces quatre dimensions, une ligne directrice se dégage. Un système capable de retenir la valeur transforme la manière dont un continent s'inscrit dans l'économie mondiale. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, ces conséquences concrètes valident une intuition ancienne. La technique peut porter la souveraineté sans discours excessif. Chaque paiement réglé localement devient une preuve cumulative. À ce stade, l'autonomie n'est plus une hypothèse théorique. Elle s'observe dans les décisions publiques, les comptes des entreprises et les routines quotidiennes. À court et moyen terme, l'évolution du système ne suit pas une trajectoire unique.
Elle dépend de conditions cumulatives, techniques et institutionnelles qui orientent différemment la suite. Trois scénarios permettent d'éclairer ces possibles sans les figer en s'appuyant sur des enchaînements conditionnels plutôt que sur des prédictions. Dans un scénario de base, la consolidation est progressive. Si la synchronisation entre banques centrales se maintient et si la continuité de service reste élevée, alors l'usage s'installe par habitude. Les entreprises intègrent les règlements locaux pour leurs opérations récurrentes, d'abord sur les corridors les plus fiables. Les volumes augmentent régulièrement sans à-coups. Les coûts poursuivent une baisse graduelle. La confiance s'épaissit par répétition et l'infrastructure devient une norme de fait. Le changement est discret, cumulatif, porté par l'usage quotidien plutôt que par l'annonce. Dans un scénario favorable, l'accélération et l'intégration régionale s'imposent. Si de nouveaux pays rejoignent rapidement le réseau et si l'interopérabilité entre plateformes s'approfondit, alors la densité des flux peut franchir un seuil critique. Dans ce cas, des chaînes d'approvisionnement intra-africaines se structurent plus vite que prévu. La liquidité locale s'améliore sensiblement. Les délais deviennent négligeables et les entreprises ajustent leurs modèles autour de règlements quasi instantanés. L'infrastructure se transforme en colonne vertébrale de l'intégration économique régionale, avec des effets visibles sur l'investissement, la compétitivité et la résilience. Dans un scénario contraint, pression et fragilité ralentissent l'ensemble. Si des interruptions techniques prolongées surviennent ou si des pressions géopolitiques s'intensifient, alors la montée en charge peut ralentir. Des acteurs institutionnels pourraient temporiser, privilégiant des corridors éprouvés au détriment d'une extension rapide. La confiance des utilisateurs pourrait s'éroder temporairement sur certains axes. Ce scénario n'implique pas un échec, mais rappelle qu'un système émergent reste exposé à des chocs internes et externes et qu'il nécessite des ajustements continus. Ces trajectoires peuvent coexister selon les régions et évoluer dans le temps. Une recommandation de méthode s'impose toutefois. Observer les usages réels plutôt que les annonces. Si les volumes, la régularité et la fiabilité progressent, alors l'autonomie se consolide. Si ces indicateurs stagnent, alors des corrections deviennent nécessaires. L'enjeu n'est pas de choisir un scénario, mais de surveiller les signaux qui indiquent lequel est en train de se matérialiser. Pour ceux qui observent ces évolutions sans y participer directement, les effets peuvent venir sembler lointains. Ils prennent pourtant un relief différent selon la position occupée, révélant comment une même infrastructure modifie des attentes concrètes et des comportements quotidiens. Un premier groupe se distingue, les observateurs de la stabilité économique. Analystes et chercheurs perçoivent dans ces flux plus rapides un nouvel espace de mesure. Les données ne transitent plus systématiquement par des filtres extérieurs, ce qui permet une lecture plus directe des dynamiques régionales. Le repère devient la continuité des règlements, non l'ampleur des annonces. Le conseil est méthodologique. Suivre les volumes effectifs, la régularité et la résilience face aux incidents, plutôt que les déclarations de principe. Un deuxième groupe est celui des acteurs du paiement au quotidien. Entrepreneurs, commerçants et opérateurs locaux ressentent l'impact dans la gestion du temps et du risque. Un paiement confirmé en quelques secondes libère une marge de manœuvre immédiate. La réduction des coûts permet de réinvestir, même modestement, dans les stocks ou la logistique. Une approche pragmatique s'impose. Tester progressivement les corridors les plus fiables, élargir l'usage à mesure que la confiance opérationnelle se consolide, limiter l'exposition aux zones encore instables. Un troisième groupe interroge le sens politique et social du changement. Citoyens engagés et observateurs institutionnels voient dans cette évolution un signe tangible d'autonomie en construction.
La souveraineté n'est plus seulement débattue, elle se manifeste dans des gestes ordinaires. Cette lecture nourrit un débat plus large sur la capacité d'agir sans dépendance automatique et sur la manière dont la technique peut redéfinir des rapports de pouvoir sans confrontation directe. À travers ces trois regards, une même leçon se dégage. Une infrastructure ne transforme pas tout le monde de la même manière, mais elle déplace les repères communs. C'est dans cette diversité d'expériences que se mesure la profondeur du changement en cours. Passer d'une réussite technique à une stabilité durable exige une méthode explicite. La transformation observée ne se maintient que si chaque étape répond à une vulnérabilité précise, dans un enchaînement cohérent et mesurable. La première étape consiste à harmoniser l'institutionnel. Les banques centrales alignent leurs protocoles de règlement et de compensation, synchronisent les couches techniques et réduisent les écarts opérationnels. Le critère d'évaluation est simple, la constance des confirmations et la diminution des incidents. Sans cette base commune, la montée en charge reste fragile. La deuxième étape vise la résilience technique. Les autorités nationales sécurisent l'alimentation électrique, renforcent la connectivité et établissent des plans de continuité. L'objectif n'était pas d'éviter toute panne, mais d'assurer le fonctionnement malgré des perturbations locales. La confiance se construit lorsque le système résiste sous contraintes réelles. La troisième étape repose sur l'adoption progressive par les entreprises. Les acteurs privés intègrent les règlements locaux dans leur routine financière en commençant par les corridors les plus stables. La mesure clé devient l'augmentation régulière des volumes effectivement transférés. Quand l'usage devient quotidien, l'infrastructure cesse d'être optionnelle. La quatrième étape concerne la stabilisation politique et le récit public. Les gouvernements clarifient leur position et rappellent l'objectif central, réduire les dépendances, non opposer des blocs. La continuité des engagements et la cohérence des messages constituent l'indicateur principal. Dans cette phase, des figures comme Ibrahim Traoré jouent un rôle de stabilisation symbolique, reliant l'outil technique à une vision de long terme sans excès rhétorique. Cette feuille de route ne promet pas une transformation instantanée. Elle impose une discipline. Chaque étape consolide la précédente et transforme une avancée mesurable en socle durable, capable de résister au temps et aux pressions extérieures. Dans les salles techniques évoquées plus tôt, les écrans continuent d'afficher des confirmations rapides, presque banales en apparence. Pourtant, ce sont ces signaux discrets qui ont porté le changement. Une transaction validée sans détour extérieur, une attente effacée, une marge préservée. Les mêmes gestes se répètent jour après jour jusqu'à former une nouvelle normalité. Le motif initial revient ici avec clarté. Une infrastructure agit d'abord dans les marges avant de redessiner le centre. Les coopératives locales, qui constataient un simple gain de temps, perçoivent désormais une stabilité durable. Les opérateurs qui surveillaient des tests observent des flux réguliers. La confiance ne s'est pas imposée par déclaration, elle s'est accumulée par usage. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette trajectoire donne un sens concret à la souveraineté. Elle ne se manifeste pas dans un geste spectaculaire, mais dans la répétition de décisions rendues possibles. Chaque paiement réglé localement devient une preuve silencieuse qu'un autre fonctionnement peut tenir dans la durée. L'émotion ne vient pas d'un basculement brutal, mais d'une prise de conscience progressive. Lorsque l'argent circule autrement, l'imaginaire collectif se déplace aussi. La valeur n'est plus seulement comptée, elle est retenue. Le temps n'est plus subi, il est maîtrisé. Une phrase résume ce parcours: la souveraineté commence dans les gestes ordinaires.
À ce stade, la transformation observée dépasse largement une réforme technique. Elle interroge la manière dont une société se projette, dont elle interprète la valeur, le temps et la dépendance. Un réseau de paiement n'est jamais neutre. Il traduit une vision implicite de ce qui compte et de qui décide, souvent sans se dire. Suivre cette évolution n'est donc pas réservé aux spécialistes. Elle concerne tous ceux qui s'interrogent sur la place d'un continent dans un système longtemps structuré ailleurs. Observer les usages réels, les ajustements progressifs et les résistances permet de dépasser les récits simplificateurs. La réalité se lit dans la répétition des faits, pas dans l'intensité des déclarations. Pour des figures publiques comme Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de convaincre par le discours, mais de s'inscrire dans une dynamique qui fonctionne déjà. Le symbole n'existe que s'il repose sur des pratiques capables de durer. C'est là que l'attention collective devient utile. Elle éclaire ce qui tient, ce qui évolue et ce qui vacille. La suite dépendra moins d'annonces que de vigilance partagée. Alors, comment interprétez-vous ce tournant? Un rééquilibrage durable en construction ou une phase encore fragile appelée à être redéfinie?